Dans cette vidéo, nous allons aborder le chapitre 2 du thème 2, Genèse et affirmation des régimes totalitaires. Nous nous poserons la question suivante. Comment les régimes totalitaires se définissent-ils? Après la Première Guerre mondiale, de nouvelles idéologies et de nouveaux partis politiques naissent en Europe. Ce sont des partis politiques radicaux, extrémistes, qui développent une idéologie basée sur un renouveau de la société et sur un rejet des démocraties et de l'ancien monde. Ils vont progressivement prendre le pouvoir dans les années 1920 et 1930 et développer des régimes totalitaires en Allemagne, en Italie et en Russie. Dans un premier temps, nous allons voir l'arrivée au pouvoir de ces régimes totalitaires et de ces partis totalitaires. Ils sont incarnés en Europe dans les années 30 par Hitler en Allemagne, Mussolini en Italie et Staline en Russie. Les régimes totalitaires prennent leurs racines dans les crises économiques et dans les crises sociales que traversent les sociétés des années 30. Ces crises s'ajoutent à la faiblesse des régimes démocratiques qui n'arrivent pas à solutionner les problèmes. Par exemple, en Russie, la population, notamment paysanne, vit dans une misère noire dans certaines régions. Et dès 1905, des révoltes pour réclamer une réforme agraire se sont fait jour. L'inaction du tsar, Nicolas II, ainsi que la Première Guerre mondiale, qui est une catastrophe pour la population russe, entraîne une révolution qui se déroule en février et en octobre 1917. Les soviétiques, leaders de la révolution, promettent des temps nouveaux. L'autre ferment des régimes totalitaires, l'autre facteur qui pousse à leur arrivée et à leur création est la volonté de revanche et la haine issue de la Première Guerre mondiale. En effet, le traité de Versailles de 1919 n'est pas satisfaisant pour tous les États. L'Italie de Mussolini n'a pas obtenu les territoires qu'elle désirait. Et l'Allemagne, elle, a dû accepter des conditions lourdes de paix. Elle est considérée comme la seule responsable de la Première Guerre mondiale et doit donc en assumer le remboursement financier. Cela aggrave la misère économique, déjà présente dans le pays. De plus, la région de la Rhénanie, située à l'ouest de l'Allemagne et donc à la frontière française, a été totalement démilitarisée et elle est occupée par l'armée française. Toutes les conditions du traité de Versailles sont odieuses aux yeux d'Hitler et de son parti et elles sont dénoncées comme un coup de poignard dans le dos. On peut le voir d'ailleurs sur cette affiche de propagande. Les leaders des partis fascistes allemands et italiens, Hitler et Mussolini, établissent leur propagande sur l'idée du retour à une gloire ancienne, l'idée de redonner au pays sa force et sa place dans le monde, après l'échec et la défaite de la Première Guerre mondiale. Les Allemands, par exemple, se placent en héritiers des chevaliers teutoniques de l'époque, de la grande époque allemande. Les partis extrémistes établissent leur propagande sur des thèmes très populaires. Le renouveau, la fin de la misère, la reprise économique.
mais également sur une certaine tradition, le retour aux principes essentiels que sont pour eux la famille, le travail, le sacrifice, etc. Les partis politiques, dirigés par Hitler, Mussolini et Staline, arrivent au pouvoir de façon différente. Pour ce qui est d'Hitler, sa prise de pouvoir est légale. Il a tenté un coup d'État dans les années 20 et il a d'ailleurs été emprisonné pour cela. C'est durant ce temps d'emprisonnement qu'il écrit son célèbre livre Mein Kampf qui détaille son programme pour l'Allemagne. Mais dans les années 30, son parti devient de plus en plus puissant et s'impose face à un régime politique affaibli. Hitler est donc, en 1933, nommé chancelier après avoir obtenu la majorité aux élections. Il a été élu avec l'aide de certains partis de droite en Allemagne. Ces partis pensent pouvoir le manipuler. Ils ne voient pas en lui un leader charismatique, mais quelqu'un qui potentiellement pourra être une marionnette pour eux. Pour obtenir le pouvoir, Hitler a cependant créé les conditions d'un désordre et d'une peur présente dans tout le pays. Pour cela, il a utilisé sa milice armée, qu'on appelle la SA, et qui est chargée de créer un climat de violence dans le pays, de créer des désordres, des tensions. Ces désordres vont crisper la population qui vont alors se tourner, selon elle, vers le seul capable de rétablir cet ordre. Et Hitler entend incarner ce rôle. Pour ce qui est de Mussolini, sa prise de pouvoir s'effectue en partie par la force. En 1922, lassé de le peu d'avancées qu'il obtient sur le terrain politique, il lance une marche sur Rome. Le but étant de faire une démonstration de force et de forcer le roi à le nommer à la tête du gouvernement. C'est chose faite, donc en 1922. Pour ce qui est du Parti communiste soviétique en Russie, il arrive au pouvoir grâce à une révolution populaire. Ce parti est dirigé par Lénine, qui établit la plupart de ses théories politiques dans la continuité de Karl Marx, qui a exposé les principes du communisme. On peut donc prendre le pouvoir de manière différente, légale ou violente. Mais entre 1917 et 1933, de nouveaux régimes politiques totalitaires émergent progressivement en Russie, en Allemagne et en Italie. Dans un deuxième temps, nous allons voir ce qu'est un régime totalitaire. Une fois le pouvoir pris, quelle politique est mise en place par ces nouveaux leaders. Dans les années 50, les historiens et les chercheurs ont proposé certains critères définissant un régime totalitaire. C'est ce que nous allons voir maintenant. Cependant, il convient de nuancer aujourd'hui ces critères. Si les trois régimes totalitaires étudiés, le régime nazi, fasciste et le régime stalinien, sont proches, notamment du point de vue de l'organisation interne, ils ont aussi de nombreuses différences que nous verrons progressivement. Et les relations entre les trois ont toujours été complexes. Ils ont souvent été ennemis et ne s'entendaient pas.
Tout d'abord, les régimes totalitaires sont fondés sur une idéologie officielle. Les 3 régimes totalitaires, italiens, allemands et russes, rejettent la démocratie, le capitalisme, l'individualisme. Pour eux, ce sont la cause des maux de la société européenne des années 20 et 30. Selon eux, il faut que l'individu se mette au service de la communauté, travaille pour elle. Il doit se sacrifier pour sa famille, il doit se sacrifier pour sa patrie, élever ses enfants au service du régime. L'idéologie entend également détailler les conditions qui amèneront à transformer et à renouveler la société. Les 3 régimes développent l'idée d'une société idéale, d'une société nouvelle, plus solide. Et c'est là que la première différence entre fascistes italiens, nazis allemands et soviétiques russes apparaît. Pour les fascistes et les nazis, il s'agit avant tout de purifier la société. Les hommes doivent respecter des valeurs traditionnelles et ils incarnent aussi un modèle bien précis. Un modèle viril, fort. L'homme doit être capable de défendre la société dans laquelle il vit, de défendre la communauté dans laquelle il vit. Il doit pouvoir rendre sa gloire à son pays. Il s'agit donc de trier les hommes dignes et ceux qui ne le sont pas. Il y aurait des parasites dans la société. Et le régime fasciste italien de Mussolini, tout comme le régime nazi allemand d'Hitler, établissent une classification des individus. Certains sont considérés alors comme des parasites dans la société. Des parasites qui salissent le sang de la race aryenne pour les Allemands, par exemple. Les régimes fascistes italiens et le régime nazi allemand sont donc racistes et antisémites. Les nazis iront cependant plus loin que les Allemands, en développant une politique plus radicale en termes de purification de la société. Ici entre en compte le principe de l'eugénisme. L'eugénisme consiste à sélectionner de manière scientifique la bonne population à conserver dans un pays. Les nazis développent toute une théorie et toute une action autour de la purification de la société, et ils sont aidés en cela par la collaboration des milieux scientifiques et de la médecine. La science se met au service de la justification d'une théorie raciale et justifie également plus tard l'élimination pure et simple des parasites, entre guillemets, qui infecteraient la société aryenne allemande. En cela, les nazis ont été plus loin que les fascistes. Pour ce qui est des soviétiques, il s'agit de refonder la société sur la base du prolétariat. Le système capitaliste est dévoyé. Il donne le pouvoir et il donne la richesse à un petit groupe de personnes, incarnées dans la bourgeoisie. Le prolétariat, par la révolution, reprend ce pouvoir. Et le but est alors de répartir la richesse de manière totalement égale, de répartir le pouvoir, de répartir le confort de manière totalement égale. Dans le régime soviétique, qui se développe à partir des années 20 et 30, la propriété privée est interdite et les profits personnels ne doivent pas entrer en ligne de compte. Tout est développé pour la communauté. Et les opposants à cette nouvelle répartition des richesses et des moyens de production sont éliminés.
Le projet communiste, contrairement à d'autres projets, est un projet qui se veut universel, c'est-à-dire qu'il a pour but de toucher le monde entier. C'est un projet qu'on dit aussi messianique. Le messianisme se rapproche du spirituel. Tout comme Jésus a converti, les communistes doivent également convertir. Il s'agit de porter la bonne parole dans le monde. Comme on peut le voir, les idéologies, si elles sont à la racine des régimes totalitaires et si elles fondent toutes les actions qui vont être menées ensuite, ne sont pas les mêmes selon qu'on soit nazi, fasciste ou soviétique. Les régimes totalitaires se fondent également sur un parti politique unique et un leader charismatique, autour duquel se développe un culte de la personnalité. En Russie soviétique, il s'agit de Staline, qui est le leader du Parti communiste. En Italie, il s'agit de Mussolini, qui est le leader du PNF, le Parti national fasciste. Et en Allemagne, il s'agit d'Hitler, qui est le leader du NSDAP, le parti nazi social-démocrate. Les chefs se mettent en scène au travers d'une propagande active. La population est encouragée à avoir la représentation du leader à la maison. On les représente comme soutien de famille, comme père des peuples. D'ailleurs, Staline est surnommé le petit père des peuples. On les représente comme les seuls capables de ramener la gloire. On les représente comme des êtres virils, protecteurs. Mussolini, par exemple, fait souvent des campagnes publicitaires dans lesquelles on le voit sportif, participer aux travaux des champs notamment. Il s'agit de montrer par l'exemple qu'un homme, c'est ça. Les partis politiques qui sont à la tête des régimes totalitaires entendent contrôler tous les aspects de la vie quotidienne de la population. Il y a déjà un contrôle économique qui s'exerce. Les fascistes, les nazis ou les Russes soviétiques vont nationaliser de nombreuses entreprises. En Russie, la propriété privée étant interdite, les exploitations paysannes disparaissent. Un paysan n'est plus propriétaire de sa terre, il la partage. Et il vit en communauté sur ce qu'on appelle des kolkhozes. Tout le monde travaille ensemble, produit ensemble, et le fruit de cette production est partagé. L'économie, ainsi contrôlée, se met au service des projets de chaque régime. Par exemple, l'économie allemande va se développer sur l'industrie de l'armement, qui va alors se mettre au service des futurs projets d'Hitler concernant l'Europe. Il s'agit aussi pour les régimes totalitaires d'encadrer la population de manière stricte. Tous les aspects de la vie d'une population doivent être encadrés, dès le plus jeune âge. Chaque parti politique a ses jeunesses. Les jeunesses hitlériennes, les jeunesses fascistes, les jeunesses communistes. Ce sont des associations qui accueillent les jeunes en dehors de l'école. On y fait du sport, mais on s'entraîne aussi de manière militaire, et notamment à défiler. Il s'agit d'ancrer dès le plus jeune âge, dans la tête des plus jeunes, l'idée qu'il faut être au service du régime, l'idée qu'il faut être prêt à se sacrifier pour lui, pour le défendre. Bien évidemment, les programmes scolaires sont aussi en adéquation avec les nouvelles idéologies développées.
et des associations sportives se font jour. Par exemple, Berlin accueille les Jeux Olympiques de 1936 et une large propagande est faite autour de ces Jeux Olympiques. Ces Jeux sont censés être l'affirmation de la supériorité aryenne, l'affirmation du nouveau homme allemand. Des films réalisés par Leni Riefenstahl montrent des athlètes aryens, blonds, idéaux, réalisant des performances sportives. Les Jeux Olympiques de Berlin de 1936 sont censés être l'affirmation de la virilité du corps aryen. Le contrôle des régimes totalitaires s'exerce aussi autour de la culture et des médias. Toutes les cultures et tous les aspects de la culture ne sont pas bonnes à conserver pour les régimes totalitaires et notamment pour le régime nazi. D'ailleurs, en Allemagne sont organisées des expositions pendant le règne d'Hitler. Ces expositions sont appelées les expositions d'art dit dégénéré. On s'y rend pour voir tout ce qui est prohibé et considéré comme dénaturé par le régime nazi. On organise également des autodafés, c'est-à-dire qu'on brûle en place publique les livres des auteurs jugés inaptes à incarner la culture aryenne et la culture allemande. Le contrôle et la censure sur les médias sont stricts. Il faut des autorisations pour publier des journaux, pour publier des livres, pour s'exprimer de manière publique. Et les opposants sont muselés. Une partie de la population, allemande, italienne ou russe, adhère à ce régime. Parce qu'il offre des opportunités, et notamment des opportunités de promotion sociale. Un jeune, inscrit dès son plus jeune âge dans les jeunesses hitlériennes, ou dans les jeunesses fascistes, ou dans les jeunesses soviétiques, qui fait preuve de zèle et qui est capable de montrer sa valeur, pourra acquérir de nouvelles places sociales, une place plus haute que ses parents. Les régimes totalitaires se fondent aussi sur la volonté et l'ambition de certains. La volonté de certains d'être reconnus pour leur mérite, pour leur engagement. Il ne s'agit plus d'être riche ou d'avoir une position sociale préalable. On peut atteindre des postes intéressants, on peut obtenir des opportunités intéressantes selon son mérite. La Russie est d'ailleurs la terre du plein emploi. Le chômage, sous l'ère communiste, n'existe pas. Cependant, bien évidemment, ces régimes totalitaires suscitent des oppositions et il y a des résistances importantes. Par exemple, dans les campagnes russes, certains paysans n'hésitent pas à se rebeller contre les kolkhozes et l'obligation de travailler en commun. Pour limiter les révoltes et pour limiter les oppositions, il s'agit donc de contrôler la population, et le contrôle s'exerce par la terreur. Les trois régimes totalitaires, nazis, fascistes et soviétiques, ont tous les trois mis en place une police secrète. Le NKVD en Russie ou la Gestapo en Allemagne. Ces polices secrètes, politiques, sont chargées d'arrêter les opposants, sont chargées d'établir des fiches concernant des individus soupçonnés
de résister, soupçonnés de répandre une parole différente que la parole officielle. On fiche également ce qu'on considère comme les parasites de la société, juifs, etc. Le fichage ne s'arrête pas simplement aux archives de ces polices. Elle donne lieu à des actions réelles. Et les 3 régimes totalitaires vont essayer d'isoler les parasites de la société. Les nazis et les soviétiques vont créer des camps. Des camps qui isolent ceux qui ne sont pas dignes d'être dans la nouvelle société et des camps qui parfois aussi éliminent purement et simplement par la dureté des conditions de vie et la dureté des conditions de travail. Il s'agit d'anéantir les ennemis, de les museler, de s'en débarrasser. L'Allemagne accueille dès les années 30 des camps de concentration et la Russie ouvre progressivement des goulags dans les zones les plus froides du pays. Pour conclure, les 3 régimes totalitaires, nazis, fascistes et soviétiques, qui s'installent en Europe à partir des années 30, partagent des points communs, notamment dans leur organisation et dans leurs principes de développement. Mais ils ont aussi de nombreuses différences et de nombreuses singularités, notamment dans leur idéologie et leurs objectifs. Ces régimes totalitaires sont à l'origine de nouvelles tensions en Europe. Et leurs ambitions vont entraîner progressivement le basculement dans la guerre.